Bonsoir et bienvenue dans Vieille Canine, l'émission des vétérans de la Camarilla qui déterre les vieux vampires. À chaque épisode, on convoque un invité et on ressort ses vieux dossiers. Moi, c'est Jérôme et j'ai le plaisir d'animer cette émission avec mon ami Vincent. Bonsoir Vincent. Bonsoir Jérôme. Ce soir, entretien avec un vampire qui nous vient de Grenoble. Glorifié à tout bout de champ par les femmes comme par les hommes, jusque dans cette émission d'ailleurs, où on nous l'a servi à toutes les sauces, en nous le réclamant effrontément, nous recevons ce soir un spécimen piquant, sémillant et délicat à la fois. Le cinéma français a eu Alain Delon. Je vous le dis sans détour, la Camarilla française n'est pas peu fière d'avoir eu Grégoire. Bonsoir Grégoire. Bonsoir. Je ne représenterai ce soir que quelques alters, dont le plus fameux, Richard, qui vous salue. Ravi de t'avoir parmi nous, Grégoire. Très heureux, oui. Nous en sommes enchantés. Alors Grégoire, on se retrouve 25 ans à peu près après les faits, je crois. Est-ce que tu as un vague souvenir de la façon dont tu as pu être introduit au sein de la Camarilla française ? Tout à fait, on m'a servi une coupe de champagne et du coup, après tout s'est emballé. Bon, ça devait être au début des années 90, ça s'est fini au milieu des années 2000 et c'était la bouteille de champagne la plus remplie que j'ai connue. Et donc tu n'as fait que boire durant ces années ? Eh ben, c'est pour ça que l'on nous pardonnera parfois, voilà. Les plus historiens de la Camarilla sauront que parfois, effectivement, je peux travestir un petit peu les dates, mais c'est de la coquetterie. Je n'ai pas les cheveux blancs. Je suis resté tel que moi-même, absolument parfait, imberbe. Je suis magnifique. Comme nous t'avons toujours connu. Tu te souviens des dates, mais est-ce que tu te souviens des personnes avec qui tu as joué au tout début, ou éventuellement même de la personne qui t'a convié à ta première partie ? Oui, alors ça, j'en ai un souvenir très vif, puisque c'était Monsieur Nicolas Milesi, qui ne m'a pas convié, mais que j'ai rencontré, re-rencontré. En fait, nous étions étudiants l'un et l'autre. Et je sais pas, on a dû répondre à la même petite annonce. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas 36 magasins, voire des petites annonces, ou être conviés aux mêmes endroits. Et on s'est retrouvés en octobre de notre première année de fac l'un et l'autre. Donc, j'imagine que ça devait être en 90 ou 91, dans un petit appartement à Grenoble. Voilà, où on nous a dit faut faire un petit personnage de Camarilla, etc. Et c'est là où on a commencé notre OPA national. Donc le fameux Nicolas, encore lui. Nicolas M. Nicolas M. Et tu n'avais jamais joué à Vampire auparavant ? Je le connaissais vaguement un petit peu de nom et de jeux de rôle papier. Mais Nicolas M et moi-même, nous nous connaissions depuis longtemps à travers d'autres associations que nous avions fait en club de jeux de rôle et puis ensuite en grandeur nature que nous avons commencé à pratiquer tout au début, à la fin des années 80 et début des années 90, où nous commencions déjà à structurer ce genre de petits mouvements dans le Dauphiné, le beau Dauphiné. D'accord, donc tu n'en étais pas à ta première partie de GN. C'est exactement ça. Alors quand on est déjà expérimenté en grandeur nature, qu'est-ce qu'on choisit comme personnage ? Alors, expérimenter, c'est un peu fort, puisque à l'époque, on utilisait globalement des tuyaux en plastique de plombier recouverts de mousse de califurage pour essayer de se mettre sur la gueule à grands coups d'épée, tout en se prenant du coup pour Legolas ou Aragorn. Donc, il faut dire que l'on partait vraiment de très très bas, surtout Nicolas, qui mesure 1m55. Avec les talons. Ouais. Oui, en talonnette, bien sûr. Des présidents lui ont tout pris, d'ailleurs, en termes de communication. Donc, tu crées ton perso avec ce vil personnage, c'est ça ? Ah non, pas du tout. Non, nous étions tous les deux petits nouveau-nés. Lui avait encore des cheveux et était encore un peu crâneur. Hein. J'ai dû lui faire ravaler sa superbe année après année à force de le martyriser, de l'humilier. Mais à l'époque, vraiment, nous avons été reçus par Jean-Pierre Curtet,
Sébastien Baudou qui venait de Saint-Étienne. Enfin, ça se structurait un peu difficilement. Et il faut bien le dire, tout cela a été messe basse et politique, de petits couloirs, sachant que nous étions 8 et que franchement, il y en avait 6 qui étaient dans la confidence et Nicolas et moi qui étions un peu les dindons de la farce. Ceci étant, moi j'ai fait mon petit Brouja à l'époque. Nicolas, je crois, son premier personnage, j'ai dû faire un ventrou, comme d'hab, ça lui va très très bien. Et puis voilà, on a commencé comme ça. Et tout est parti de là. Mais merci beaucoup justement à ces espèces de fondateurs qui avaient acheté un truc en boutique qui s'appelait My Nine Theater, qui venait un petit peu des États-Unis, qui présentait un petit peu une forme un petit peu associative pour pouvoir faire ça un peu en grandeur nature. Au début, ça ne se ressemblait pas. Franchement, au début, ça ressemblait à rien, sans doute, hein, de notre point de vue, maintenant un peu plus moderne. Mais bon, au moins, ces gens-là ont eu le mérite de le faire. Ça a porté tout ça, et puis ça s'est développé jusqu'à ce qu'on en vienne maintenant, justement, quasi 30 ans après, à faire une petite interview pour en reparler. Absolument. Alors donc, un Brouja. Est-ce que c'est le fameux Brouja qui nous a été évoqué par Lalek, Alexandra ? Elle nous avait parlé d'un Brouja avec une casquette en cuir ou quelque chose comme ça, je crois. Alors non, pour le coup, mon premier personnage s'appelait Thibaut de Saint-Rémy. C'était le personnage le plus Brouja de base. Hein. C'est-à-dire c'est un ancien de l'OAS, pour ceux qui connaissent. Après, j'ai rencontré les Broujas à l'échelle nationale. J'en fus très déçu. À part Peggy Chassenay, qui, comme moi, avait le mérite de l'impatience pour mettre sur la gueule à tout le monde, voilà, et à tenir les places fortes. Franchement, les Broujas de France, je vous encule tous. Vous êtes tous des merdes. Voilà, vous n'êtes que les laquais, les valets des autres. Voilà. Peggy, je t'aime. Voilà, on continuera de tenir. Bordel de merde. Je le prends personnellement et avec fierté. Bon, après cette expérience désastreuse, on balaye le Brouja. Qu'est-ce que tu nous sors du chapeau ? Eh bien, écoute, finalement, non, c'était pas si désastreux. Hein. Parce qu'il y a eu quand même de belles rencontres. Il y a eu un conclave à Carcassonne qui était juste incroyable, puisqu'on avait la tour forte, on avait tous les remparts pour nous. En plus, on avait les RG avec nous, qui étaient hyper sympas. Ça s'appelait les renseignements généraux à l'époque. C'était hyper bien parce que voilà, on était en pleine période de stress. Le terrorisme n'existait pas à l'époque. Hein. L'État français s'intéressait aux rôlistes qui pouvaient peut-être faire péter la France. On était loin de l'islam. Voilà, ouais. Ah, le Bataclan, ça n'existait pas ni le 11 septembre. Hein. Du coup, c'était les rôlistes qui faisaient flipper un petit peu les espions français. Donc du coup, ce conclave de Carcassonne était absolument génial de ce point de vue-là, puisque je pense que c'était la première fois on a été tous étonnés d'avoir une ville si belle, de se voir si nombreux à faire un truc aussi incroyable que du jeu de rôle grandeur nature sur le thème du vampire, la nuit, etc. C'était ouf. On était tous comme des dingues. On avait tous 25 ans, maximum, allez, 26, 27. C'était incroyable. Ouais, ce fut un tremplin assez extraordinaire pour l'assaut, je pense, et on remerciera jamais assez les orgas de Carcassonne. De mais carrément. Ouais. Et du suivant d'ailleurs, qui était dingue aussi. Donc ce Brouja, moi il m'intrigue, parce que Thibaut de Saint-Rémy, ça me dit quelque chose, effectivement. Oh oui, oh non, mais il y a peu à en dire en vrai. Un personnage ordinaire. Ordinaire, une création de pure fiction, ou est-ce que c'est un personnage qui avait un peu de toi en lui ? Alors c'est vrai que ça semble toujours difficile d'interpréter ou de faire un personnage sans en avoir un petit peu de soi. Mais le Thibaut de Saint-Rémy que je faisais quand j'avais 20 ans, j'en serais bien incapable de le refaire maintenant, d'ailleurs. Dans son énergie, dans sa prétention, dans son arrogance, ce serait chaud. Peut-être il faudrait que je recroise Peggy, qu'on se refasse un week-end, qu'on se démonte quelques bouteilles, et peut-être qu'on retrouverait cette violence, mais c'est pas sûr quand même. Et après ce Brouja, alors, est-ce que tu as créé quelque chose d'autre ? Alors, effectivement, après Thibaut de Saint-Rémy, c'est là où Nicolas, qui était le compteur à Grenoble,
qui tenait le chapitre. Moi, j'en étais plus le coordinateur, l'organisateur, la personne des bases œuvres, voilà, matérielles. Nicolas avait besoin d'anciens pour nourrir son compte, etc. C'est lui qui m'a proposé de faire un ancien toréador. Mais il m'a dit, moi, j'ai besoin d'un ancien toréador. J'ai lu le manuel toréador, ça m'a pas trop suffi. Enfin, c'est un petit peu archétype. Et du coup, c'est là où moi j'ai été choper d'autres trucs. Voilà, je suis historien, je viens de la philosophie, de l'archéologie. Et franchement, Richard d'Aquitaine, c'est Johnny Depp dans Pirates des Caraïbes avant. Voilà, c'est une espèce de grosse tata dont voilà, le courage, c'est juste le destin me porte et je suis le héros de cette histoire. D'accord. Il n'avait pas un fond historique intéressant quand même? Si, puisque c'était effectivement un capitaine corsaire qui fut étreint au cours d'une croisée où on ne pouvait plus se nourrir que de rats et où tout le monde était mort. Et tout a démarré comme ça à la fin du XVIe siècle sur un bateau en détresse qui ne devait que voilà un bateau français. Et Richard d'Aquitaine, pour ceux qui en auraient la référence, évidemment, c'était aussi le nom de Richard Cœur de Lion. Mais d'origine, c'était Richard l'Aquitain, celui qui venait d'Aquitaine, un marin, un capitaine, du commerce d'ébène, des courses en Atlantique, et qui fut étreint et qui, dans ce siècle, des Louis XIII et Louis XIV, s'est vu à imaginer que peut-être en dentelle et en alexandrin, il allait pouvoir trouver sa place auprès de François Villon. Et c'était un parfait serviteur d'ailleurs. Il servait à rien. Au prestige. Voilà. Oui, c'est ça. Il n'avait d'avis sur rien. Enfin, si, il aimait beaucoup quand même les gens qu'il côtoyait, c'est-à-dire 2 personnes, interprétées par Emmanuel Cress et l'un des 2 intervieweurs. Voilà. Et on se pinçait les couilles pour pas rire. Vous avez joué beaucoup ensemble tous les 2. Et il faut le dire, le cardinal Simon était surtout emmailloté, mais c'était même plus du costume. Je veux dire, ça s'appelle des couettes. Voilà. Il se pinçait les couilles pour pas rire. Il nous l'a déjà avoué. Bien sûr. C'est connu de tous. Bon, et quelle part de Grégoire dans ce personnage alors? Ouais, je pense qu'au fil des ans, il m'en reste beaucoup. Il m'en reste beaucoup de détachement. Je pense que Richard m'a appris vraiment la patience, l'émerveillement et l'enthousiasme. C'est-à-dire, il y a un truc de Jack Lang là-dedans, tu vois, d'être toujours content, tu vois. Et je pense que effectivement tous ces personnages qui ont traversé cette Camarilla, mais aussi en Malkavian, à part Trémer que j'ai jamais voulu faire parce que c'est vraiment de la merde, et Gangrel que j'ai jamais voulu faire parce que j'avais déjà été scout. C'est extraordinaire la Camarilla nationale, grenobloise, dauphinoise, et puis j'associe aussi de Savoie, tout le Rhône-Alpes. Et je revois beaucoup d'amis liés à ça. Hein. On se connaît maintenant depuis 20 ans. Je pense que ça nous a tous aidés à grandir. Vraiment, ça nous a confrontés à nous-mêmes, à d'autres, à des idées, à des changements. Il n'y a pas un déménagement maintenant que je ne puisse envisager sans qu'il y ait 15 personnes qui viennent. Il n'y a pas une année sans X anniversaire. Bon, les enfants maintenant sont grands. Il y a plus d'enfants qui naissent de tout ça, mais vraiment, la Camarilla, cette association, m'a donné plus d'amis que tous mes jobs et plus que toute autre association. Merci à vous tous, je vous aime. C'est partagé. Alors moi je me souviens quand même, une des premières fois où je t'ai vu Grégoire, t'étais très désagréable. Très désagréable, non. Nicolas t'avait fait venir en fait dans la maison de campagne, je crois, de l'épouse de Sébastien Baudou à l'époque. Est-ce que tu te rappelles de ce petit week-end? Tout à fait, c'était le week-end de la fondation de la fédération. Et ouais, tout à fait. Mais je suis hyper étonné que tu t'en rappelles. Et dans mes souvenirs, je pense que Nicolas t'avait payé pour nous faire chier en fait. Je crois que tu étais venu un petit peu pour
dire tout haut ce que certains pensaient tout bas. Et au final, il s'avérait que tu étais un type plutôt fréquentable, voilà. Mais c'est vrai que de prime abord, c'était un peu compliqué quand je t'avais vu. Ouais. Alors, effectivement, Il t'avait payé. moi je m'en rappelle. Non, il m'avait pas payé. Non, en fait, à l'époque, j'étais, voilà, c'est la jeunesse, c'est ça. J'étais imbuvable et impatient. Et Nicolas était plus diplomate que moi à l'époque. Après, les choses se sont inversées. Nicolas est resté tel que lui-même, alors que moi j'ai appris la patience. Mais vraiment, ce week-end-là, moi j'en ai un souvenir très vif, puisque tout a été compliqué, bloqué, figé. On était en train d'essayer de créer la Fédé et personne ne lâchait rien. Et il a fallu attendre le dimanche matin, 6h du matin, où, comment il s'appelait le prince de Toulouse? Un mec excellent. Ben, écoute, il a sorti une blague, tout le monde qui a fait rire. Il y a eu un petit concours de blagues, tout le monde s'est vraiment détendu parce que tout le monde était vraiment ultra sérieux. Et comme on pouvait être sérieux à 20 ans en fait. Et après a commencé à se dessiner les choses. Mais c'est vrai que moi je venais pour ne rien lâcher parce que j'avais l'impression que c'était important pour moi, tu vois. Il faut pas voir que mon côté désagréable de l'époque, il faut voir que vraiment ça me tenait à cœur. Est-ce que tu as contribué à la construction de la fédération ou est-ce que tu étais juste spectateur? Non, très modestement, tu vois, j'étais de cette réunion et puis après je crois que j'ai écrit les premiers statuts. Donc, mais c'était un petit travail de tâcheron. Après, vraiment, le vrai envol de la fédération, c'est Raphaël qui n'en a pas été le premier président, mais qui a vraiment donné du sens, je crois, à tout ça et qui en a été un visage. Tout à fait. Et pourtant, j'ai eu 3 heures de TGV avec lui jusqu'à Paris pour le convaincre que moi, je ferais un meilleur président que lui. Mais il a rien lâché. Il jouait 20 trous, lui, tu sais. Évidemment, je sais, puisque c'est notre prince à tous. Ah oui. Nous l'aimons depuis. Ton prince local. Et nous le regrettons. Ton prince local. Nous le regrettons en Dauphiné. Alors c'est vrai que le Dauphiné avait un statut un peu particulier dans le background de l'histoire de France. On n'a pas encore évoqué ce statut avec nos autres invités. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu du Dauphiné ? Effectivement, le Dauphiné, c'est une terre un petit peu d'élection par rapport au domaine royal, puisqu'il fut rattaché à la couronne de France sous Guigues II, parce qu'il fut vendu. En fait, c'est pas une terre elle n'a pas été conquise, ou l'objet de transactions militaires, comme le fut la Savoie, le comté de Nice, ou d'autres, ou la Bretagne. Non, vraiment, le Dauphiné fut vendu à la France par Guigues II pour qu'il puisse continuer son train de vie. Et ce Dauphiné, qui couvrait une partie de l'Isère, de la Drôme et du Rhône, pour ceux qui seraient un peu géographes, revint aux fils des rois et des reines, d'où leur surnom de Dauphin. Celui qui était propriétaire, maître du Dauphiné. Alors en Dauphiné, ce qui est bien, c'est la raviole et la caillette, d'un point de vue gastronomique. On a quelques côtes du Rhône assez intéressants et on peut s'y plaire, mais c'est vraiment une terre des marches, vraiment du bout du monde. On n'a pas de frontières très définie qu'avec l'Italie, et encore les Alpes nous en séparent, donc avec 3 forts, tu vois, tu fais l'affaire, tu sais que tu vas pas te faire envahir par là. Mais c'était quand même une petite terre d'élection, pour une terre de jouet des rois de France qui pouvaient y exercer leur pouvoir. Donc c'était cool vraiment que Hugues des Arcis, qui voulait se prétendre peut-être un jour monarque en France du point de vue de la Camarilla, puisse commencer par être un petit peu dauphin et commencer à s'amuser en Dauphiné, qui était un peu le tremplin national, on va dire. Absolument, puisqu'on a retranscrit cette spécificité dans le monde des ténèbres, puisque François Villon, de par la constitution des Feudis, avait légué de manière pérenne le Dauphiné à Hugues des Arcis, qui est revenu sur la scène donc dans les années 1990, apportant avec lui la preuve que ce petit bout de terre, comme tu le dis, ne pouvait être soumis à l'autorité du prince de France, ce qui a fait grand bruit à l'époque. Eh bien, écoute, je l'ignorais. Je devais être beaucoup alcoolisé sur ces années-là, et je m'en rappelle pas. Mais pays Chassenay,
Par contre, vraiment, elle était cool en Bruja. Alors, je viens de me tromper, c'était pas la Constitution de Fédis, c'était la Carta Delphinae. Oui, un autre texte. J'ai pas voulu te corriger, je sentais que tu disais une énorme connerie, mais j'étais extrêmement poli. On coupera au montage, bien évidemment, comme toutes tes saloperies. Ah, les gros mots sont interdits, alors voilà. Voilà, on est censuré dans les gros mots. Ceci étant, moi j'ai la Thespis, mec, j'ai tout passé au début des années 90. Ouais. Putain, on se faisait chier avec ça. Ouais. Old school. Ouais, 20 questions à répondre. Après, tu mets ton timbre que tu lèches avec ta propre langue, que tu mets sur ton enveloppe, que t'envoies à un mec. Tu vois, tu sais pas où il est en France et tu fais je croise les doigts, tu vois. C'est ton permis de conduire, mais pour faire de la camarilla. Bon, allez, revenons sérieux. Je sais pas si on en avait parlé. Tu avais, toi, Thespis et. Oui, il y avait quoi? Il y avait Amarante, Thespis, je sais plus. Oui, mais je crois que c'est Sébastien Baudou qui gérait tout ça en fait. Donc c'est à Sébastien qu'on renvoyait nos copies. C'est ça. Je me demande même s'il fallait pas mettre une enveloppe timbrée à ton adresse. Oui, pour la réponse, bien sûr. Pour la réponse, un truc comme ça. Bon voilà, mais j'en ai pas de réel souvenir. Hein. Je crois qu'on a dû le faire au tout début parce que c'était les instructions simplement de la Camarilla américaine. Oui. Puis au moment, on a dit qu'on s'en battait les couilles. Voilà. Je crois, ça doit être ça à peu près. Ouais, je pense que c'était ça. Et pour le coup, on s'en battait vraiment les couilles. Voilà, mais... Oui, c'est vrai. Mais on l'a fait. On a joué le jeu au début. On a joué le jeu. Ouais. Alors Richard d'Aquitaine, tiens, c'est le personnage qu'on t'a fait ressortir au dernier conclave, auquel tu es gentiment venu. C'est vrai. T'as réussi à te remettre dedans? Ça a été compliqué ou facile? Non, c'est assez facile parce ça passe beaucoup par le costume. Donc je suis retourné voir ma costumière qui m'a rééquipé, réhabillé. Puis c'était préparé de si longue date que j'ai pu m'y repréparer. Et effectivement, alors il y avait Élise qui en plus était là. Les toréadors étaient top. Enfin, franchement, le dernier conclave, c'était top. C'était magnifique. C'était sublime. C'était super. Bravo à tous les auteurs. Bravo à vous. Bravo à tous ceux qui ont eu la volonté de le faire. C'était improbable. Et du coup, non, Richard d'Aquitaine, c'est facile notamment parce que j'ai Richardisé avec Aîné d'Aquitaine pendant très longtemps. J'ai refait un toréador de 13e génération, sans titre, sans rien, mais en gardant absolument le même roleplay, le même personnage, une filiation parfaite. Ouais. Et du coup, pour moi, c'était facile de refaire Richard. Ouais, c'était simple. En fait, tu as deux corsets. Hein. Globalement, tu as le corset des balles et tu as le corset du combat. Excellent. Tu avais fait un homoncule. J'avais fait un homoncule, ouais, Aîné d'Aquitaine, que j'ai joué des années. Hein. Mais j'ai fait du Nosferatu, j'ai tout fait. J'ai fait du Malkavian, j'ai tout aimé. Vraiment, tout était super. Et pour boucler la boucle, le dernier conclave, on ne peut pas ne pas raconter que tu as quand même fini comme le dernier prince de France. Alors, c'est possible, mais j'avais peut-être trop bu pour m'en rappeler. C'est exact. J'ai été le dernier prince de France. C'est une vraie question. Hein. Sérieusement, c'est possible que ça soit arrivé. Ça en avait l'air, en tout cas. Ouais. Oui, j'ai le sentiment. En tout cas, tu t'adressais aux gens en tant que tel. Ça n'a pas duré longtemps, mais ça en avait l'air. Ok, c'est possible. J'espère que les gens l'ont cru, parce que c'est vraiment important qu'ils puissent s'en remettre à une personne de confiance, telle que Richard d'Aquitaine. Quelqu'un qui aurait à la fois le cœur, les bras et les épaules assez larges pour embrasser le prochain millénaire et conduire tous ces Kainites vers une destination qui, non, je ne vais pas vous spolier la suite. Au contraire, la vie c'est l'aventure, la non-vie c'est l'aventure à mes côtés. En tout cas, ce sera vraiment rock'n'roll. Si ça ne doit pas l'être, ça sera disco au moins. Voilà, j'ai fini. C'est à peu de choses près le discours que tu leur as servi il y a 6 ans, en effet. Ouais, c'est possible. T'as vu, je m'y remets vite. Hein. Je t'invite à revoir les vidéos puisque tu as été largement filmé avec tous tes serfs qui venaient s'agenouiller devant toi. Non, mais c'est vrai, pour de vrai, tu te fous de ma gueule ou c'est vrai? Non, je me fous pas de ta gueule. Ah bah, c'est véridique. On n'oserait pas, Grégoire.
Ah mais non, mais je pense que vous foutez un peu de ma gueule. Mais non, Je suis c'est pas du tout. filmé. Alors, Je suis pas du tout au courant. Non, je te garantis que si. À la fin, il y a eu. Alors, je ne sais pas ce que vous avez fait. Tergiversation ou vote ou prise de pouvoir par la force, je ne sais pas, mais il y a un moment où sur la fin de la deuxième soirée, tu t'es assis sur le trône et les gens sont venus te baiser la main Non. et te reconnaître comme... Mais je t'assure que si, et te reconnaître comme le prince de France. Je voulais dire, arrêtez de me baiser la main, sucez-moi la bite plutôt. Ça va être coupé au montage, je le sais. C'est bien, c'est tellement dommage. C'est pas sûr. Hein. C'est que des gens avertis qui écoutent. Ou alors je le mettrai dans le bêtisier. Eh ben écoute, je n'en ai aucun souvenir. Vraiment, je ne sais pas. Bah, c'est d'autant plus. Mais c'était super, j'ai passé un week-end génial. C'est d'autant plus remarquable. Bah oui, les choses se font un peu de façon instinctive, quoi. Ceci dit, ça explique a posteriori le côté très détaché que tu avais à ce moment-là et qu'on mettait tout sur le compte de la fatigue. Mais en fait, tu étais peut-être totalement à l'est, tu ne percutais rien. Sous influence. Non, je pense que c'est l'habitude du pouvoir, tout simplement. T'as des trucs un peu sales à nous balancer là sur Richard d'Aquitaine, puisque pendant qu'on y est. Alors, pas tant. Ah ouais. J'ai que 2 petites anecdotes, une à mon profit et l'une qui l'est moins. C'est la première fois que j'ai enfilé une combinaison vinyle intégrale zippée jusqu'en haut sur des talons de 18 cm, les hommes se retournaient sur moi. Et ça me plaisait beaucoup. Et les femmes en étaient jalouses. J'avais les cheveux longs à l'époque et j'étais magnifique. Et ce qui l'est un peu moins, c'est que je pourrais plus du tout le faire. Même pour le dernier conclave, il m'a fallu 1 an à me laisser un peu pousser les cheveux pour avoir genre 3 poils de plus sur le caillou. C'était vraiment navrant. Mais bon. Ah non, tu étais très beau. Ce qui compte, c'est l'attitude. Voilà. Tu étais très beau et tu étais en vinyle. Alors, j'étais pas full vinyle. Pour le coup, j'avais mis mon petit pantalon espagnol avec ses beaux grelots et ses petites dentelles. J'ai été en talons, évidemment. J'avais que 2 sortes de corsets. J'avais mis mon petit boa en plume. Non, mais c'était très beau. Et ah oui, des belles chemises en soie. De belles chemises en soie, ça compte toujours. Et puis des lunettes de soleil fantaisie. Très assorties. L'accessoirisation, les amis, je vous le dis, garçons et filles, l'accessoirisation, s'il vous plaît. Mais donc, rien de sale. Je veux dire, pas dans tes accessoires, mais dans l'historique de ton personnage. Ah non, je suis de bien... Non, il n'y a aucune éducation qui permettrait que je puisse m'épancher. Il y a eu... Enfin, je peux témoigner que dans une chambre d'hôtel Formule 1, on peut faire rentrer 38 personnes. Et je te vois ricaner, je te vois, Vincent Raymond, je te vois ricaner parce que tu étais là ce soir-là. Et si je te dis l'Italie, hein? Si je te dis voilà. La Dolce Vita, c'est ça? Ah, la Dolce Vita, Primavera, Margarita, Cannelloni. Ouais, voilà. Mais c'était pas sale. C'était de la beauté, c'était l'exultation des corps. C'était, comment dire, des gens qui se rencontrent dans leur fatigue, de leur intention, dans leur beauté, dans leur jeunesse, dans les odeurs qui se mêlent. Parce qu'à 38 dans une chambre de Formule 1, tu as beau ouvrir la fenêtre, quelque chose se crée, hein, depuis les testicules jusqu'aux aisselles. Parce que là, on est à 6h du matin. C'est très compliqué à gérer. Hein. Ouais. Mais on est tous là. On est ravis de se voir les uns les autres. Et parce qu'elles sont 3, parce qu'elles sont italiennes, parce qu'elles sont jeunes et parce qu'elles nous montrent leur sein, on devrait les juger. Eh bien, je dis non, Vincent Raymond. Je dis non. Il y avait là une beauté. Il y avait là, comme dirait Victor Hugo, une onde qui bout dans une urne trop pleine. Je n'en dirai pas plus. Mon éducation me l'interdit. Merci. Et je t'en prie. Merci Grégoire. C'est pas du tout la réponse que j'attendais. Donc on va partir du principe que Richard d'Aquitaine était quelqu'un de pur. Et tout à fait. De totalement stable, qui n'avait rien à se reprocher. Exactement.
C'est triste. La seule petite faute qu'il doit confesser, c'est que extrêmement bien briefé par tous les compteurs pour ne pas céder le Dauphiné à Hugues Desarcis, il en fit le contraire. C'est le seul petit truc un petit peu rigolo, mais ça a pas mal relancé la chronique nationale en même temps, puisque Hugues Desarcis ne devait pas devenir dauphin de France, mais j'avais rien compris à ce qu'on m'avait dit. Et que du coup, j'avais compris absolument l'inverse et que François Villon cédait le Dauphiné à Hugues Desarcis. Mais en fait, c'est parce que, à nouveau, j'avais sans doute ou un peu picolé ou eux, c'était hyper mal exprimé. J'étais un peu stressé. Je devais intervenir sur une scène face à 150 ou 200 personnes. Et du coup, le fait qu'Hugues Desarcis devienne dauphin de France, c'était en fait le contraire de ce qu'on m'avait dit de faire. Je l'ai compris après quand on m'a engueulé. Mais c'est génial. Bah oui, mais Nicolas, je suis même étonné que tu sois pas au courant et que Nicolas t'en ait pas parlé. Je pense qu'il a honte, il assume pas. Ouais. Ah non, mais je pense qu'ils avaient tous été hyper clairs avec moi et puis moi j'avais pas compris tant que ça ce qu'il fallait que je fasse parce que pour le coup Richard d'Aquitaine c'est vraiment un personnage d'interprétation. Moi je le jouais pas, enfin c'est pas mon personnage, je m'en bats les couilles, tu vois. Il pouvait mourir, faire ce qu'il voulait, tu vois, j'avais que le stress de bien l'interpréter, d'être calme, d'être posé, d'être aussi serein que le cardinal Simon, etc. Bon, je pouvais en profiter au moins d'être assis et de faire des petits bouts rimés, ça me plaît bien. Mais c'était compliqué pour moi de faire Richard d'Aquitaine. Et notamment, ça a été mon gros fail. On m'avait tout bien expliqué, mais peut-être un petit peu à l'arrache. Et je suis intervenu sur scène. J'ai fait 15 minutes avec les gens à genoux et tout. En plus, c'est relou, ça, ce genre de cérémonie. Où tout à la fin, je me rappelle avoir dit « Et enfin, selon la volonté de François Villon, mon mentor, mon parrain, celui que j'aime plus que tout, je vous l'affirme, nous allons céder à Hugues Desarcis, le Dauphiné. » Et là, je vois tous les compteurs qui se décomposent et je vois mon Nicolas Milesi qui me fait des signes, qui fait non, mais c'est trop tard, c'est dit, là, je peux plus tu vois, c'est Richard d'Aquitaine. Je vais jusqu'au bout, je lui remets les clés, je l'invite sur scène, je lui remets les clés, je lui fais plus que moi, vous saurez, Hugues, vous en sortir, etc. Et là, j'ai tous les compteurs qui me tombent sur le dos. Mais finalement, ça a bien relancé la chronique nationale. Hein. Ils sont tous adaptés. Et puis finalement, tu vois, tu peux faire ce que tu veux. Oui. Tout ça ne crée que de l'histoire. Quoi. C'est incroyable cette histoire. Ah, c'est probablement le plus gros dark secret finalement qu'on nous ait livré depuis le début des interviews. Oui, Hugues Desarcis est devenu dauphin de France à la suite d'un gros misclic des compteurs sur Grégoire. L'erreur de casting. Bah non, parce que tu vois, ça s'est passé. Quoi. Ouais, bien sûr. Est-ce que quand tu jouais Richard, tu as eu le sentiment un jour d'être en difficulté dans le jeu, d'être mis en difficulté, d'avoir un vrai challenge face à toi? Parce que moi, dans mes souvenirs, quand j'ai joué, finalement, j'ai jamais eu ce sentiment d'être en danger, d'être en insécurité, d'être en difficulté réellement. Non, je l'ai pas été, mais pour la même raison que toi, c'est-à-dire que comme à ce moment-là, tu t'es préparé, tu as pris le temps de travailler ton truc, tu as fusionné avec ça, la difficulté, c'est la difficulté du personnage. Le personnage a pu être en difficulté, mais pas l'interprète. Ouais, d'accord. Ouais. Voilà, tu atteins la sincérité du personnage et tu vas l'interpréter. Et en plus, toi comme moi, comme Emmanuel, on avait des sorties de secours, tu vois. Richard, même pris sur une rime pauvre, tu as toujours des petites sorties de secours, des petits mots. Et puis en plus, moi j'étais toujours entouré quand même de garde-fous, tu vois. Je prenais toujours des jeunes gens beaux qui m'encensaient et qui allaient, dès qu'il y avait une petite difficulté, un petit problème, tu vois, il manque un pied à un alexandrin, ça intervenait, quoi, tu vois, donc j'étais quand même bien accompagné, quoi. Non, en fait, ma grande œuvre à moi, c'est que j'ai organisé 3 conclaves, voilà. Parce que là, on parle d'interprétation des personnages, etc. Mais moi, ma petite fierté à moi, c'est que j'ai organisé un conclave au château d'Herbay où les gens y viennent, ils sont logés, ils sont nourris, etc. Ça, c'est pratique, tu vois.
J'en ai refait un en 98 et j'en ai refait un en 2002 ou 2003 à Castelmontjoie. Et je crois que je suis le plus gros organisateur de conclaves de France, avec 3 conclaves à mon actif, quoi. Donc tu étais très actif au niveau de l'orga plus qu'au niveau du compte, c'est ce que je comprends. Alors, je fus compteur un peu de la Camargue grenobloise, mais à des échelles, voilà, à des échelles très locales. Ouais. Moi, ce qui m'intéressait plus, c'était les structures, ouais. Des parties régionales aussi à Grenoble, il y en a eu avec des invitations Annecy, Chambéry, Roanne, Saint-Étienne, Lyon. Ah, vous aviez une très belle région. Ouais. Nous, on était très nombreux. Sur une partie régionale, on pouvait être 110. C'était pas mal. Ouais. Donc moi, mon activité personnelle, c'était ça. C'était la structuration de ce mouvement. Je suis estomaqué la créativité de tous les compteurs, assistants compteurs, nationaux, locaux, de tout ce qu'ils ont pu mettre. C'était vraiment ouf. De tous les chapitres, comment ils se sont structurés. Et ben moi, je suis content d'avoir apporté ma petite main à trouver des salles, à organiser, voilà, à écrire des statuts, à pondre tout ça, à rendre tout ça possible physiquement, on va dire, et pas que dans l'imaginaire. Mais heureusement qu'il y avait des gens comme toi. On a eu Michael Crotorieux, on a eu Plast aussi qui nous expliquait la même chose. Heureusement qu'il y avait toute cette partie d'orga hors jeu, parce que voilà, le compte c'était bien beau, mais effectivement, on pouvait pas avoir de superbes lieux comme tu nous as déniché, entre autres à Grenoble, sans des gens comme toi, c'est évident. Ah bah, le château d'Herbé, château des évêques de Grenoble, c'était juste ouf. Ce premier conclave, il a eu lieu en 95, si ma mémoire est bonne. Je crois, oui. On devait être genre un tout petit peu plus que 110 dans un palais qui faisait genre 5000 mètres carrés sur 3 niveaux. On se cherchait. T'avais l'impression de jamais voir plus de 10 joueurs en même temps, tellement c'était grand par rapport au peu qu'on était. Et les Parisiens qui nous avaient fait tellement rire à l'époque, puisque ça se passait en juillet à Grenoble, la ville la plus chaude de France, et limite, ils sont descendus du train en moon boots après ski. Voilà, parka et tout, les bonnets sur la tête, genre on va en montagne, quoi, parce que c'est Grenoble. Vraiment, on avait bien rigolé avec ça, quoi. Et sur tes 3 conclaves, lequel te paraît le plus brillant, celui dont tu es le plus fier, s'il y en a un qui se détache? Alors, le mieux organisé, c'est toujours le dernier, parce que tu apprends de tes erreurs. Je crois que le dernier, on était à presque 250 personnes sur 2 hôtels, donc nourris, logés, et on était sur des coûts à l'époque rapportés en francs. On devait être à 40 €. On t'accueillait depuis le vendredi, on te véhiculait, puisque j'avais organisé des navettes en minibus, depuis tes hôtels, depuis le site, location du site. Il y avait couchage sur place pour 50 personnes, puis distribution dans 2 autres hôtels sur l'agglo avec, quand tu voulais partir, il y a une voiture qui te ramenait à l'hôtel, quoi. C'était assez ouf, ouais. C'était vraiment cool. Et ça tenait sur 10 personnes qui t'organisaient tout ça, quoi. Bon. Et d'ailleurs, je remercie tous ceux qui, moi j'ai fait plein d'autres conclaves partout ailleurs à travers la France. Et je remercie entre guillemets tous mes homologues, voilà, qui eux aussi n'ont pas dormi pendant 48 voire 72 heures. Et bravo. Tu disais que tu avais interprété Richard d'Aquitaine scripté, quasiment scripté, quand tu ne te trompais pas. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as pris du plaisir quand même à interpréter Richard d'Aquitaine? Ou est-ce que peut-être sur d'autres personnages tu as pris du plaisir? Alors Richard, c'était plutôt ennuyant en vrai. Franchement, tu passes beaucoup de temps assis à rien dire et à poser. On t'autorise assez rarement en fait à faire le tour et même toi tu te l'autorises pas trop parce que tu dois pas dévaloriser le personnage. Il faut toujours que tu ailles au top. Je pense que Jérôme peut me dire la même chose du cardinal Simon. C'est toujours un petit peu compliqué de représenter. Voilà, il y a pas François Villon, donc t'es numéro 2, numéro 3 là. Il vaut mieux fermer sa gueule que dire de la merde. Donc Exactement, c'est très c'est un peu tendax, mais du coup, oui, t'es un petit peu plus dévolu à ta tâche. Ceci étant,
pour avoir fait Aîné d'Aquitaine en Toréador, pour avoir fait Thibaut de Saint-Rémy, pour avoir fait Magnum en Malkavian, pour avoir fait Legba en Nosferatu. Je me rappelle même plus de mon personnage Ventrou parce que c'était tellement un homme de paille qu'il n'avait pas besoin d'avoir de nom. J'ai adoré jouer à la Camarilla. Je remercie tous ceux qui ont joué avec moi. Alors, je redis Peggy Chassenay à nouveau. Hein, je crois qu'on en est à la 4e fois. On s'est pas revus depuis 15 ou 20 ans. Mais voilà, elle sait que comme ça, elle saura vraiment que j'ai une marque d'affection pour elle. À chaque fois, elle était là. Moi, j'étais Thibaut de Saint-Rémy. Elle jouait Jade. C'était hyper important. Je voudrais aussi dire à Lalek parce que moi je suis resté dans le milieu du grandeur nature d'où je venais, que Lalek est une formidable auteure avec ses copines et ses copains. Elle n'est évidemment pas toute seule, mais que si vous avez l'occasion de participer à des créations Chaudron Penché, c'est extraordinaire. C'est fun, c'est bien écrit, c'est drôle, c'est bien organisé, c'est formidable. Je voudrais dire à tous ceux qui ont arrêté la Camarilla depuis longtemps, revenez au jeu. Il y a plein de jeux de rôle grandeur nature qui se passent. Avec la pandémie qui a eu lieu, la Fédé a un petit peu lâché l'affaire. C'est un peu dur de se retrouver. Mais voilà, soyez nostalgiques, battez-vous pour retrouver des adresses, retrouver des auteurs, reparticiper à des choses. Et puis peut-être vous aussi, vous pourrez apporter des choses, même si vous ne venez que pour jouer, vous faire plaisir. Vous direz merci aux auteurs et ils ont besoin de vous aussi parce qu'il y a pas d'auteur sans public. Je voudrais dire aussi à Nicolas Milesi que je l'aime, évidemment. On se voit beaucoup moins. Il a beaucoup trop d'enfants, beaucoup trop de responsabilités, beaucoup moins de cheveux. Enfin, quoique, il n'en ait plus beaucoup à perdre. Enfin, voilà. Et puis, évidemment, Vincent, Jérôme, bravo de nous réunir, même si mes divagations nocturnes est peut-être un peu arrosées. Ça y est, j'ai fini ma coupe de champagne. D'ailleurs, il faudra que je me casse bientôt. Mais c'est parfait, nous sommes publics. Mais on se reverra à Annecy, à la cave à vin, bientôt. Absolument. Voilà. Nous descendons régulièrement. Enfin voilà, je voulais surtout témoigner de ça a compté dans ma vie. C'était vraiment important. Ça se sent. Et je pense que tu n'es pas le seul, effectivement. Vous en êtes les témoins et vous en êtes, comment on dirait, la couple Graal. Voilà. Ça sent le mot de la fin, tout ça. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ouais. Finir ce Graal, c'est bien. Hein. Voilà. Et le Graal, c'est la vie. Hein. Le Graal, c'est la vie. Non Est-ce que de toutes ces années, tu as gardé une expression que tu réutilises encore aujourd'hui, ce qu'on appelle un peu une phrase culte chez nous? Alors, moi non, mais toute ma bande de la Camarilla, maintenant qui a 20 ans, maintenant c'est presque un proverbe. Si t'es pris en faute, si quoi que ce soit t'as fait de la merde, etc., tu peux toujours dire c'est pas moi, Grégoire m'a manipulé. Ce qui me coûte beaucoup, hein, parce que vraiment, en plus, c'est totalement con. Hein. J'étais le dernier plotteur, tu vois, j'étais le dernier au courant de ce qui se passait. Mais voilà, Grégoire m'a manipulé, c'est ce qui est resté de la Camarilla grenobloise. C'est excellent. Grégoire, nous ferais-tu l'honneur de nous dire ce que tu deviens hors jeu? Eh bien, écoute, comme ils n'ont pas voulu de moi à la NASA pour faire astronaute, alors que je vois qu'ils envoient des vieux maintenant vers les étoiles, je me suis rabattu vers quelque chose de plus prosaïque. Maintenant, je fabrique de l'escape room à Grenoble. Ouais. Je suis l'heureux propriétaire exploitant de Live Escape à Grenoble. C'est vraiment cool, tu vois. L'escape room, voilà, c'est un petit scénario de jeu de rôle en 1 heure dans un espace réduit de 50 mètres carrés où voilà, tu peux en plus avoir les sous, le temps de tout bien faire, de tout faire tous tes clins d'œil, de tout faire tes easter eggs, voilà, c'est vraiment la cool et maintenant je suis payé pour faire ça. C'est excellent, tu vas faire rêver beaucoup de monde. On a été vraiment très très content de t'avoir, Grégoire. Ravi. T'as été beaucoup demandé et tu n'as pas galvaudé ton titre, ni hors jeu, ni en jeu. Ça a été une heure intense et excellente. Ça me fait hyper plaisir d'avoir passé ce moment avec vous. Gros bisous. À bientôt. À bientôt. Merci à vous.
finir sur une base de loisirs, je sais plus trop où. À Saint-Quentin, ouais. À Saint-Quentin, voilà. Et où quand t'entres de la base de loisirs, ça, le truc, la prochaine soirée, ça peut être à droite ou à gauche. Et il fallait prendre à droite. Et nous, on a pris à gauche. Et là, t'as un golf 24 trous, c'est ça? Un golf, c'est 24 trous. 18. C'est 2 heures de marche. Et avec toi, marche un Marseillais avec sa côte de maille. Ah, Jean-Christophe. Jean-Christophe. On a les lapins, on a les golfeurs et on n'arrive jamais parce que 2 heures de marche bien chargée, quand t'as ton sac à dos, t'as rien à boire et que t'es dépassé par des voiturettes de golf, c'est chaud. Mets-toi à leur place. Ouais. Les mecs viennent faire du golf et ils dépassent un mec en côte de maille quand même. On parle pas de ton côté Gloria Lasso, tes mariages, tes divorces, tout ça, non, c'est pas la peine. Hein. Si, on peut en parler. Tout à fait. Pardon. Effectivement, moi je viens plutôt du disco, des chemises un petit peu pelle à tarte, et ça peut engendrer chez les hommes comme chez les femmes des bouffées de chaleur, des désirs, des sourires crispés parfois, des transpirations, des sudations diurnes ou nocturnes. Et je dois à mon public, enfin à ce public tout au moins, effectivement, un petit peu de mon corps. Et c'est vrai que ceux qui voudraient de l'exclusivité, eh bien, effectivement, peuvent être déçus. Mais ceux qui veulent des choses plus communautaires, ceux qui veulent plus d'échanges, ceux qui veulent que les langues rencontrent les langues et pas toujours les mêmes, que les peaux soient contre les peaux, quelles que soient les couleurs, que les cheveux s'en mêlent. Et que moi, je tiens surtout, et c'est comme un dîner, ça se prépare vraiment, c'est que tu as pu te faire enculer 3 fois, d'accord, mais tu as quand même pu tirer ton coup. Ça, c'est le mot de la fin. C'est peut-être ça le mot de la fin. Vous n'allez pas le garder. Je suis sûr que vous n'oserez pas le garder. Ah, à minima dans le bêtisier. Ah d'accord, très bien.